Bonjour à tous. Tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs et tous les participants de faire vivre la mémoire de mon frère. Il m'est difficile d'en parler sans émotion. Aujourd'hui, beaucoup disent déjà 1 an. En ce qui me concerne, il n'en a pas été ainsi. J'ai senti passer douloureusement chaque minute, chaque seconde de son absence. Il m'arrive parfois, en dépit de mon chagrin, de me consoler en pensant qu'il soit parti à temps. Il aurait été horrifié par la folie meurtrière que nous vivons aujourd'hui. Il n'avait pour arme, il n'a toujours eu pour arme que les cris de son indignation. Je sais qu'il aurait énormément souffert de son impuissance à soulager l'injustice, la souffrance et la misère, son combat de toute une vie. Je vous remercie. Au revoir. Omar Aktouf, c'est quelqu'un qui répétait souvent une citation qui exprimait un peu sa relation avec ce monde, quand on y pense. Il disait souvent, il ne sert à rien d'expliquer quelque chose à quelqu'un lorsque les bénéfices de cette personne proviennent justement du fait qu'ils n'y comprennent rien. Donc cette citation de Hopton avait attiré l'attention d'Omar Aktouf. Il en avait fait un mantra et une explication permanente lorsque le monde ne l'écoutait pas. Et c'est une citation qui veut dire également qu'il était conscient quelque part que sa parole ne passait pas et ne passera pas tant qu'il y aura des personnes qui ont un intérêt à ce que cette parole ne soit pas comprise. Le problème, c'est que cette mondialisation n'a pas été conçue selon l'utopie néolibérale ou l'utopie libérale elle-même, où le marché décide de tout. Elle avait été conçue selon une division internationale du travail qui consistait à dire que dans les pays occidentaux, on maintient les industries à fort contenu de savoir, et toutes les industries à fort contenu de main-d'œuvre, on va les envoyer où? En Chine, en Inde et ailleurs dans le monde où la main-d'œuvre est bon marché, elle est dominée, elle est disciplinée. Et donc vous voyez que l'idée à l'origine de cette mondialisation était une idée selon laquelle l'intellect reste quelque part dans le monde et le travail manuel dur va aller ailleurs dans le monde, et la division ici était clairement une division d'ordre ethnique et racial. Donc ce n'était pas du tout une utopie fondée sur la liberté et l'égalité des individus, mais bien sur une perspective de domination sociale. Ça n'a pas fonctionné, parce que finalement on s'est rendu compte que les Chinois ne sont pas juste de petits ouvriers disciplinés qui se ressemblent tous, qui ne pensent absolument pas à autre chose que travailler à l'usine. On se rend compte aujourd'hui que ce n'est pas le cas. Mais cette dérégulation qui a conduit à la délocalisation, à l'époque, dans les années 90, M. Aktouf et l'ensemble du mouvement altermondialiste disaient il faut faire attention, parce que c'est en train de créer une paupérisation au cœur même des pays anciennement industrialisés et riches, qui va conduire à des explosions. Et ce discours-là était complètement ignoré, taxé de gauche, communiste, etc., etc. Et si on veut comprendre le populisme d'aujourd'hui en Europe et en Amérique du Nord, eh bien, c'est le résultat direct de cette conséquence-là de paupérisation massive au cœur même des pays riches. Alors, bien entendu... Et
Omar Aktouf, lui, notamment dans son livre qu'on connaît bien, La stratégie de l'autruche, arrivait à tout de suite, sans complexe, franchement, dénoncer, au fond, le caractère idéologique de ce discours qui était trop triomphaliste, bien sûr, mais qui se voulait épistémologique, qui était de l'ordre de la pensée assise, sage, accomplie, raisonnable. Bon, et Omar Aktouf, lui, en disait tout autre chose. La perspective tout à fait sombre, si on y réfléchit objectivement, du contrôle médiatique, du contrôle sécuritaire, du démembrement de tout le minimum des institutions internationales censées de protéger les droits, donc de certains pays en position de faiblesse par rapport à la force, c'est-à-dire de la force de l'hyper-impérialisme américain et de ses vassaux, de ses alliés, devant cette perspective, en plus du génocide à Gaza, des guerres sans fin dont sont victimes les peuples en Afrique et ailleurs dans le monde, est-ce qu'il y a une alternative qu'on peut poser devant ce paysage sombre en tout point? On a un devoir d'espoir, comme le devoir qu'accomplissait à chaque moment Omar Aktouf. Merci. Alors ça, c'est le boulevard Mohamed Ali, en plein cœur de Louisville, qui est une ville de Kentucky. Quand Rabah m'a demandé de dire un mot sur le regretté Omar Aktouf, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est de lier ces deux hommes, c'est de lier Omar Aktouf à Mohamed Ali. C'est après tout le même combat qu'ils ont mené. Je rentre à l'hôtel parce qu'il y a trop de bruit derrière. C'est après tout le même combat qu'ils ont mené. Mohamed Ali pour ses frères noirs, pour les sortir de leurs conditions misérables dans un pays qui pratiquait la ségrégation. Et pour Omar Aktouf, c'était de sortir un peu bien plus que les Noirs. C'était la condition de défendre tout le tiers-monde, toutes les personnes qui sont exploitées par un système. Donc, à la commémoration de Omar Aktouf, j'espère qu'on se rappellera de lui. J'espère aussi qu'on aura un jour une rue avec le nom de Omar Aktouf, parce que c'est amplement mérité pour tout le travail qu'il a fait. Je me rappelle très bien des premières conférences où j'ai découvert l'orateur, l'économiste, le défenseur des droits des plus démunis. Une des conférences qui me revient toujours à l'esprit, c'est celle qui était intitulée l'Occident ou le tiers-monde, le développement du sous-développement, dans lequel il expliquait très bien que pour que le monde occidental continue son développement effréné, il n'avait d'autre plan que de garder le pays sous-développé sous-développé. Alors, un grand homme qu'on a perdu, mais qui a laissé sa trace, et donc vraiment ce lien avec Mohamed Ali m'a été venu très vite à l'esprit, parce que les deux ont mené un combat et les deux, on se rappellera d'eux très longtemps. Mais tous ceux et toutes celles qui l'ont côtoyé de près savent aussi que c'était un homme d'esprit. C'était un homme qui avait beaucoup d'humour, et le temps qu'on passe avec lui, c'était toujours un temps de qualité, parce qu'il avait systématiquement les bons mots, la bonne phrase pour détendre l'atmosphère et pour faire rire tout le monde. Un point tel qu'il a introduit l'humour dans sa pédagogie, et tous ses étudiants et toutes ses étudiantes, je suis certain, se rappellent également de lui comme étant un homme qui avait un sens de l'humour très aigu. J'en parle tout simplement parce que ce n'est pas l'image qui se dégage de lui, l'homme très sérieux, qui s'explique publiquement sur des choses extrêmement sérieuses.
Omar Aklouf, pour nous, et ça a compté beaucoup à l'époque, était l'un des intervenants d'un essai cinématographique de grande qualité de Richard Brouillette qui s'intitule L'encerclement. Et on y voyait des économistes, des sociologues, ainsi de suite, intervenir pour parler de l'ordre mondial dans lequel nous étions immergés à l'échelle de la planète. Et Omar Aklouf faisait d'une manière brillante partie de ces intervenants, filmés de mémoire en noir et blanc, dans des plans séquences très longs mais passionnants, où on voyait tout d'un coup quelqu'un nous montrer comment il ne pouvait y avoir sérieusement de gestion, d'administration et de politique publique sans une part de créativité. C'était assez original et encore une fois, aujourd'hui encore, ce l'est beaucoup, mais à l'époque encore plus si on considère à quel point ces pensées étaient à contre-courant. Donc, Omar Aklouf se réclamait de l'école de Francfort, de l'école critique. Et l'école critique, parmi ses plus grands principes, le principe fondamental de l'école critique, c'est ce qu'on appelle la critique immanente. La critique immanente veut dire que on ne va pas critiquer un système de pensée ou une idée de l'extérieur, mais on va plutôt entrer à l'intérieur de cette idée, voir quelle est sa logique, quelle est sa structure, quelles sont ses promesses, quelle est son ambition, afin de comparer les promesses, les ambitions avec la réalité. Si on prend le néolibéralisme, par exemple, Omar Aklouf, c'est exactement ce qu'il a fait. Donc, quelles sont les promesses du néolibéralisme? C'est la prospérité pour tous, c'est la liberté, c'est l'égalité, etc. C'est la possibilité de partir de là où on est vers d'autres horizons, etc., sur le plan culturel, financier, économique, et changer de classe, tout simplement, pour le dire simplement. Donc, ça a été l'un des fondements de la pensée de Omar Aklouf. Mais il y a aussi autre chose qui va paraître complètement contradictoire. C'est que vous avez certainement entendu Omar Aklouf à plusieurs reprises dire que pour comprendre le management, il faut sortir du management. Pour comprendre le management, il faut revenir jusqu'à Aristote, par exemple. J'essaie de reprendre un peu ces termes, mais articuler à partir du langage des propositions complexes qui sont en adéquation avec la complexité des choses, plutôt que d'y aller de recettes, c'est-à-dire de formules toutes faites. Ce qu'il associait aux théories du problem solving, c'est-à-dire qu'on avait des gens qui savaient comment régler les problèmes, mais ne savaient pas comment élaborer les questions. Donc c'est quand même un peu troublant quand on a des gens qui n'ont que des réponses, mais qui ne sont pas capables de poser des questions. Et ce petit moment d'encerclement a fait mouche au sein de cette génération d'étudiantes et étudiants que nous étions, parce que nous voyions là quelqu'un qui se permettait des télescopages disciplinaires rares. Pour le reste, je crois que je n'ai même pas besoin de témoigner plus sur lui. Tout le monde connaît la valeur de l'intellectuel. J'aimerais juste finir avec une chose. C'est que M. Aklouf était un homme de la Renaissance, dans la mesure où il s'intéressait à tout un éventail de disciplines, et ça va de la littérature à la philosophie, à l'histoire, à la poésie, à la littérature, et au théâtre, etc., à la musique aussi. C'était un musicien d'ailleurs. Et comme il n'a pas eu la chance d'étudier en langue arabe, c'est toujours quelque chose qui est resté chez lui comme une quête. Et je sais qu'il s'est intéressé beaucoup à la poésie arabe ancienne. Comme je me suis un peu éloigné de Montréal et donc j'ai perdu contact avec lui, je regrette de ne pas avoir eu l'occasion d'échanger avec lui sur la poésie arabe ancienne parce que j'en suis un amateur aussi et j'aurais bien aimé l'entretenir de l'un de mes poètes préférés de Jahiliya, qui s'appelle Taraf ibn al-Abd. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui
enfin le poète, hein, qui aimait la vie, qui croquait la vie, et dont l'attitude un peu hédoniste était partagée dans un certain sens par M. Aktouf, malgré son hostilité. جاءني في ليلة ليلاء. Et ça, j'ai appris ça, j'avais 15 ans. Avec le prof libanais. Professeur libanais. جاءني في ليلات ليلاء. Une nuit nuiteuse. Une nuit ténébreuse. Une ليلات ليلاء. Juste ce début-là. Ouais. Mais on le relit 50 fois. جاءني في ليلات ليلاء وسلم بالأرياح والأمطار. Il a dit bonjour avec les vents et les pluies. سلم بالأرياح والأمطار. ثم صفح بالبروق والرعود. Les éclairs et les tonnerres. وكنت في دفاء فراشي. J'étais dans la tiédeur de mon lit. مع قطتي العزيزة. Avec ma chatte bien-aimée. ثم انطلقت هرتي. Hirra, c'est le synonyme de qirra. Le mot qui veut dire aussi chat. انطلقت هرتي إلى مسامرة الإفراء الفئران والجردان. Fréquenter, Massamara c'est fréquenter, c'est aller se mettre avec les rats, les souris et entre les murs, au Jourdain. وقلت في نفسي هنيئا وحدني في دفاع الفراش. قلت في نفسي هنيئا لمن له مأوى في مثل هذا الليل ولو كان مأواه من طين، وهنيئا لمن له فراشا في مثل هذا الليل ولو كان فراشه من جليد. Heureux qui a un toit sur la tête dans une nuit pareille, même si c'est un toit en terre cuite. Heureux qui a un lit dans une telle nuit, même si son lit est de cuir. Et j'ai dit à tout le monde, c'est le moindre que je souhaite à ceux qui dorment au bord du fleuve. Ah, c'est puissant, c'est puissant. Ouais, c'est quelque chose. Ah oui, déjà le dire en arabe, mais même les Québécois étaient... Cette sonorité, cette façon-là, de Mutanabbi, الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم والرصاص. Et tout ça, c'est ce Libanais. Oui, qui vous l'a appris. Non. Oui. Enfin bon. Voilà. Aktouf était aussi un homme généreux, généreux de son temps. Et je peux en témoigner parce que j'ai été son étudiant à HEC. On a travaillé ensemble par la suite. J'ai participé à la mise à jour de son livre. Il était généreux de son temps. Mais aussi, lorsque j'étais journaliste en Algérie, avant de m'installer au Canada, je l'avais sollicité pendant ses visites en Algérie. Et là aussi, il m'a toujours parlé, il m'a toujours accordé des interviews. Là. Et c'est de cette manière-là qu'il s'est comporté également avec l'ensemble de ses étudiants et de ses étudiantes. C'était aussi un homme généreux tout court, généreux financièrement. Je me rappelle, un jour, je l'ai sollicité parce qu'il y avait une campagne de levée de fonds pour acheter du matériel scolaire
pour les enfants de Gaza, les Palestiniens. Et sans aucune hésitation, il a accepté de participer, comme il l'a fait à chaque fois. Son livre génère des revenus, et les revenus que son livre de management en généré, il en a fait don à la fondation de l'école des hautes études commerciales de Montréal, qui vient en aide aux étudiants et aux étudiantes en difficulté. Encore une preuve de sa générosité. Je tiens à rendre hommage au professeur Omar Aktouf, professeur HEC. Omar Aktouf, grand intellectuel au parcours brillant, avec qui j'ai eu l'occasion de préparer plusieurs émissions sur Alternative. Il y a eu des débats, des hauts et des bas, sur la préparation des questions, des slides, du sujet. Je garde un homme de conviction, un homme de sincérité, clair dans ses propos, un brillant intellectuel, avec qui j'ai l'honneur de partager plusieurs points. Sur le plan humain, on devait se voir à Paris, parce que comme il habite à Montréal, il voulait passer à Paris et vouloir me rencontrer autour d'un café, autour d'un pot, autour d'un dîner. Malheureusement, le destin a décidé autrement. Mais sinon, je rends hommage, paix à son âme, toutes mes condoléances aussi à sa famille. En tout cas, on a perdu un grand temps. Merci à toi, Omar, et merci de notre amitié. Aujourd'hui, après une année de sa triste disparition, nous constatons quand même qu'en Algérie et ailleurs, nous avons encore besoin de sa parole, mais malheureusement, cette parole n'est toujours pas lue, n'est toujours pas reprise, n'est toujours pas discutée, n'est toujours pas valorisée, notamment en Algérie, malheureusement. Je tiens à rappeler que rien n'a été fait, hein, je m'inclus là-dessus, rien n'a été fait en Algérie pour honorer cette parole pendant cette année, pour honorer la mémoire de Omar Aktouf.